Personnellement, la première œuvre que j'ai lue de Naoki Urasawa était Monster, un thriller psychologique que j'adorais. Cependant, je trouve qu'on entend assez peu parler de ce manga et qu'il souffre pas mal de la comparaison avec 20th Century Boy, que j'avais prévu de lire depuis pas mal de temps. Il y a un mois, je me suis enfin décidé, même si j'avais peur de moins apprécier mes lectures que Monster. Au final, j'étais assez surpris d'avoir une expérience de lecture à la fois similaire et très différente. 20th Century Boy est un seinen écrit et dessiné par Naoki Urasawa entre 1999 et 2006. Ou plutôt je devrais dire 2007, puisque les deux derniers tomes, intitulés 21 Century Boy, sont sortis en 2007. Mais ils sont la suite directe et la conclusion de 20th Century Boy. Il y a 22 plus 2 tomes du coup, ou bien si on prend une nouvelle édition sortie récemment en France qui comporte des plus gros tomes, ça fait 11 plus 1 tome. Bien, je vais vous présenter maintenant les points qui m'ont le plus marqué dans cette œuvre et pourquoi il faudrait donc selon moi la lire. Scénario. Tout comme avec Monster, on est ici sur une sorte de thriller psychologique. Avant d'aller plus loin, évidemment, un petit synopsis. L'histoire prend place en 1997 et on suit un dénommé Kenji, un gérant de combini qui s'occupe de sa mère et de sa nièce. C'est pas un loser, mais bon, disons qu'il a la trentaine passée et qu'il sait pas vraiment trop quoi faire de sa vie. Il a repris la boutique de son père, mais c'est pas ce qui le passionne le plus, il voit plus trop ses amis, il a pas de femme, bref. Sauf qu'un beau jour, des enquêteurs vont venir à sa rencontre afin de le questionner à propos de morts suspectes. Kenji va alors faire son enquête personnelle et découvrir qu'une présumée secte dirigée par un certain Ami aurait un lien avec lui et son groupe d'amis d'enfance. Il va alors tenter de se plonger dans ses souvenirs et de collaborer avec ses amis de l'époque afin de percer le mystère de cet Ami, qui serait a priori l'un de leurs amis d'enfance, puisque celui-ci semble suivre le fameux cahier de prédiction que Kenji et sa bande ont écrit en étant enfants. Bon, le synopsis est déjà intéressant comme ça, avec cette espèce de thriller lié à l'enfance, mais à vrai dire on touche pas vraiment l'essence du récit. Le principal gros intérêt de celui-ci, et ce qui fait pour moi une grande partie du charme de l'œuvre, c'est le fait que l'œuvre joue sur plusieurs plans temporels. Je peux pas trop spoiler à quel point ça joue dessus, mais pour vous faire une idée, on alterne dans les premiers tomes entre l'année 1997, avec Kenji adulte qui enquête sur l'identité d'Ami et la nature de la secte, et sur les années autour de 1969, lorsque Kenji était un enfant et qu'il a écrit avec ses amis le cahier de prédiction. Je trouve ça super intéressant car, premièrement, c'est atypique, deuxièmement, ça colle parfaitement à l'histoire, on est comme mis à la place de Kenji qui tente de se remémorer le passé et qui est pris entre les événements qui se passent dans le présent et ceux qui ont lieu autrefois. Troisièmement, les différentes temporalités se répondent, c'est-à-dire que constamment ce qu'on apprendra dans l'un des plans temporels aidera à la compréhension de ce qui se passe dans l'autre, que ce soit pour les révélations ou pour les liens entre les personnages. Et quatrièmement, et c'est le point le plus important à mon sens, c'est que ça dynamise vraiment le récit en fait. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on a sans cesse une vague de fraîcheur avec ce changement de situation, ce changement de point de vue, et pourtant on n'est jamais largué. Comme je l'ai sous-entendu, il n'y a pas que deux plans temporels, on en découvre des nouveaux au fur et à mesure de l'histoire, avec les personnages qui sont donc dans de nouvelles situations, le monde qui est dans un état différent, et c'est à la fois super passionnant de découvrir comment les choses ont évolué, ou au contraire pourquoi elles ont évolué comme ça. On est sans cesse stimulé. Le rythme, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. J'ai pas mal de troubles de concentration et je décroche très vite d'une œuvre si ça traîne, mais là c'est vraiment pas le cas. L'histoire sait te prendre et t'entraîner avec elle. Comme je l'ai dit au début, c'est un thriller. L'histoire n'est pas qu'entraînante grâce aux différents plans temporels, elle l'est également parce que l'essence du thriller est très bien gérée. On est toujours dans le mystère et le suspense, avec des tas de questions dont on voudrait avoir les réponses, accompagné d'un auteur qui sait nous les teaser, nous donner des petits indices quand il le faut. Et d'un autre côté, des révélations plutôt bien gérées, des plot twists qui fonctionnent vachement bien. Perso, j'ai les tomes de la nouvelle édition, du coup c'est des big tomes qui contiennent plutôt 2 tomes et demi en un. Et pourtant je les lisais systématiquement en entier, je ne m'arrêtais jamais au milieu, voire même j'en lisais 2 ou 3 à la suite, tellement j'étais pressé de savoir ce qui allait se passer après. Quand je suis enfin arrivé au dénouement, j'ai vraiment senti une sensation de vide, ça m'a presque attristé. Ultra réalisme et psychologie. Là, pour le coup, on est vraiment dans la spécialité de Urasawa, le réalisme. Tout le scénario est cohérent et parfaitement ficelé, rien n'est laissé au hasard, pas de place à l'improvisation ici, et tout s'imbrique parfaitement. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que l'univers est très ancré dans le réel. L'évolution de la société suite aux différents événements est crédible et certaines choses font écho à la vie réelle et à certains événements politiques qu'on a pu vivre. Enfin bon, l'univers est très cohérent et tout, mais ce dont je voulais parler par-dessus tout, c'est les personnages. Bon, c'est simple, il y aurait rien de choquant à ce que les personnages existent réellement en fait. L'auteur arrive à les rendre super réalistes, super tangibles et en même temps intéressants. Pour utiliser une métaphore un peu chelou, c'est comme si la plupart des personnages dans les mangas étaient en 2D, n'avaient qu'une face. Alors que là, on a vraiment une impression de relief, de profondeur, comme si l'histoire avait vraiment existé, que les personnages étaient concrets.
En plus de les rendre plus intéressants, surtout quand on sait que l'œuvre parle pas mal de psychologie et de société, ça les rend surtout très attachants, et on peut facilement s'identifier à eux, à leurs émotions et questionner leurs choix, ainsi que se demander ce qu'on aurait fait à leur place. Je pense vraiment que pour le réalisme, Urasawa est l'un des meilleurs mangaka qui soit, et je vous conseille vivement d'au moins lire une de ses œuvres parce que c'est des expériences uniques. Enfin bref, j'ai divagué. Comme je l'ai dit, les personnages sont réalistes, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas intéressants. Chaque personnage a quelque chose à raconter, sa propre identité, et Urasawa met en parallèle les psychologies des différents personnages, afin de parler de l'humain en général, des réactions et réflexions des différents personnages face à différentes situations. Je sais pas si vous avez entendu parler de 20th Century Boys auparavant, mais en général, quand on en entend parler, c'est par rapport à Ami, le chef de la secte à l'identité inconnue, qui est donc l'antagoniste de cette œuvre. Et ouais, le book vole la vedette des autres personnages et est souvent considéré comme l'un des meilleurs antagonistes qui soit. Que ce soit le mystère super bien géré autour de lui, son charisme débordant, son chara-design interloquant avec son masque de grenouille chelou ou celui avec le symbole de la secte, mais surtout par rapport à sa psychologie et aux batailles psychologiques qu'il mène avec les protagonistes, notamment avec Kenji. Pour faire simple et sans spoiler, Ami c'est une sorte d'attention war, on sait pas trop quels sont ses objectifs, mais il provoque sans cesse Kenji et sa bande. Il veut jouer avec eux, les confronter, et rien que le fait de suivre le cahier de prédiction que Kenji a écrit lorsqu'il était enfant est une forme de provocation. Comme s'il était en train de dire « je vais te battre à ton propre jeu, avec tes propres armes ». Si on veut, la bataille psychologique qui s'opère entre l'antagoniste et le protagoniste tout au long de l'œuvre est semblable à celle entre elle et Light, sauf que là on a des persos réalistes de seinen quoi. J'y réfléchis et j'ai décidé de pas trop parler d'autres personnages parce que j'ai pas vraiment envie de trop en dévoiler sur l'intrigue qui est centrale à l'œuvre. D'ailleurs, essayez de vous spoiler le moins possible s'il vous plaît. Je vous dirais juste que j'adore le personnage surnommé Shogun. Il est particulièrement badass et arrive à se sortir de toutes les situations. J'adore aussi Fukube, qui est un personnage très touchant, tout comme Kana, qui est l'un de mes personnages féminins préférés. Enfin, pour conclure cette trop grosse section, je dirais qu'une chose que j'aime beaucoup dans 20th Century Boys est la gestion de l'ironie tragique. En plus d'être bouleversant, c'est, je trouve, véritablement un bon indicateur d'un auteur qui maîtrise son histoire et le développement de ses personnages sur le bout des doigts. Surnaturel et réel. Alors ça, c'est presque un point bonus, mais c'est quelque chose que j'ai adoré et qui m'a tenu en haleine tout le long du manga. Lors de toute l'histoire, il va y avoir une ambiguïté sur la présence ou non de surnaturel au sein de l'œuvre, sans jamais, jusqu'à la toute fin, ou pas, expliciter la question et donner une réponse claire. Un élément va venir expliquer qu'il n'y a pas de surnaturel, que tout est réel et que la moindre chose ressemblant à de la magie n'est que subterfuge, puis aussitôt un autre élément indiquera le contraire interviendra. Cette sorte de méta-lutte était vraiment cool à suivre et j'étais sans cesse à faire des théories pour tenter d'expliquer rationnellement ou non les événements, à savoir ce qui était de l'ordre du réel ou du surnaturel. Conclusion et comparaison avec Monster. Bon. 20th Century Boys est une œuvre que j'ai adoré découvrir, et je suis pas le seul, c'est l'œuvre la plus populaire de Urasawa, qui est un des auteurs manga les plus mythiques qui soit. L'œuvre qui inspirait des tas d'autres mangas, et elle est par ailleurs classée 13ème sur le top manga de My Anime List. Mais après, est-ce que je les préfère à Monster? Je sais pas. Les deux œuvres ont des tas de différences, mais se rapprochent aussi sur beaucoup de points. Les deux sont des thrillers psychologiques, d'une durée assez similaire, avec un héros profondément lié à l'antagoniste. Antagoniste qui par ailleurs a une identité floue, est insaisissable, super intéressant et d'un charisme incroyable. Je pense qu'il est vraiment super intéressant de comparer les deux œuvres et que si vous avez aimé l'une des deux, vous devriez lire l'autre. Personnellement, je pense que j'ai autant aimé l'une que l'autre. Monster est une œuvre plus contemplative qui pour moi prend entièrement son sens à la toute fin. Les deux derniers tomes sont une apothéose super dense en action et en révélation. Avec 20th Century Boys, on est plus sur quelque chose de diffus, il se passe sans cesse des choses et on a souvent des changements de paradigme. On change de point de vue, on change d'époque, on change d'enjeu, mais on est toujours happé par l'histoire, son suspense et son rythme endiablé. Je dois dire que comme pas mal de gens, j'étais légèrement déçu par la fin, et je préfère les deux premiers arcs au troisième. Mais je pense que même quand l'œuvre est maladroite, elle arrive à être intéressante, à soulever des réflexions, et à proposer quelque chose de pertinent étrangement. Voilà, c'est tout pour moi. Lisez 20th Century Boys, c'est vachement bien, et lisez du Urasawa de manière générale. Allez, à la prochaine!